Ces parcelles ont longtemps permis d'approvisionner le garde-manger de Paris. Mais pour garnir celui de l'Europe, les dimensions sont trop exiguës. Aussi les haies des chemins creux sont-elles livrées aux pelles des bulldozers. Les travaux de remembrement portent actuellement sur 520 000 hectares, soit un quart des surfaces susceptibles d'être remembrées. Mais à l'heure du marché commun, qui veut survivre ne doit pas seulement regrouper ces terres, il doit encore en augmenter les dimensions. Opération possible grâce à l'action du Fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, dont bénéficient de jeunes agriculteurs, les mutants. Monsieur, s'il vous plaît, ici vous êtes propriétaire. Ah non, je suis fermier. Vous êtes ici depuis combien de temps? Mais je suis ici depuis 18 mois. Vous êtes ce qu'on appelle un mutant, je crois. C'est ça, oui. Chose qui n'arrive pas beaucoup, il y en a une somme de très peu dans le département. Avant, vous vous occupiez d'une exploitation de quelle dimension? De 14 hectares. Et ici? Et ici, il y en a 30 hectares. Et alors là, comme je sortais d'une petite ferme, les frais que j'avais déjà pour le transportement de tout et faire le travail, il fallait bien investir. Alors je me suis adressé au Crédit Agricole. Et comme je quittais une petite ferme de 14 hectares pour en prendre une de 30, j'étais compris comme mutant. Ce qui m'a donné quand même un avantage, c'est de pouvoir obtenir des prêts à 3%. Vous n'avez pas bénéficié au départ d'une subvention? Alors là après, quand j'ai été installé, il a fallu faire un dossier pour qu'on puisse analyser si réellement c'était valable ce que je faisais, si je n'allais pas quand même trop à l'inconnu. Et de ce dossier qui a été fait avec M. Trémoureux, il est résulté que c'était valable et qu'il méritait d'être encouragé. Alors j'ai donc obtenu une subvention de l'État de 400 000. Quand on a 6 enfants et qu'arrive la période des échéances, on doit connaître un certain nombre de difficultés, non? Oui, c'est exact. Ça, c'est assez important, Et quelquefois, on serait tenté de dire quand même, si j'avais su, j'aurais dû réfléchir davantage. Mais non, il ne faut pas être trop pessimiste, Je crois qu'il faut être bûcheur dans la vie pour arriver à quelque chose, 103 000 hectares ont été ainsi redistribués au profit de 7 800 jeunes agriculteurs, dont certains, pour augmenter encore la taille de leur exploitation, n'hésitent pas à recourir à l'association. En Bretagne, le regroupement des terres n'est pas une affaire simple. Trop d'agriculteurs se disputent les rares parcelles libres de cette région surpeuplée et il n'est pas possible de mener la politique de regroupement à la cadence qui serait souhaitable. Le problème, heureusement, ne se pose pas dans des termes aussi dramatiques partout. Il existe encore des régions où des hommes décidés peuvent se tailler de grands domaines en défrichant la forêt. Marcel Nézère, 46 ans, dans sa ferme de Bonnevoisine, au centre de 800 hectares conquis sur la Champagne pouilleuse, est un de ces chefs d'entreprise modernes qui mènent l'exploitation du sol comme on mène une affaire industrielle. Des terres qui valent au bas mot 7 millions de francs et un matériel qui en vaut autant. Total, 14 millions, 1 milliard 400 millions de francs anciens. N'est-ce pas là une forme d'agriculture qui sera toujours réservée à une élite fortunée? Qu'en pensez-vous, monsieur Nézère? Pas obligatoirement, ça dépend beaucoup du crédit, des possibilités qui seront données à des agriculteurs ayant de solides qualités techniques, le sentiment, le goût du risque, l'entreprise, comme là ce qu'on peut justement envier aux Américains, c'est qu'en général l'agriculteur américain ou les Américains ont le goût du risque que n'a pas toujours l'agriculteur français.
Au fond, à vous entendre parler, on n'a pas tellement le sentiment que vous soyez complexé par rapport aux agriculteurs américains. Non. Non, parce que des comptes rendus que j'ai pu avoir, des contacts également que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, des visites assez nombreuses qui sont venues à bonne voisine, que ce soit de l'Amérique, de l'Angleterre, de la Chine ou d'ailleurs. J'ai l'impression que l'agriculteur américain a de gros atouts en main, surtout par un machinisme qui est à sa mesure, à des prix extrêmement intéressants, que bien que très libéral, l'agriculture américaine est quand même très soutenue, qu'au point de vue technique, eh bien, je crois que nous sommes au moins aussi en avance, bien qu'avec des moyens beaucoup plus limités. Vous m'avez dit tout à l'heure, ceux qui disent que l'on ne gagne pas d'argent dans l'agriculture sont des imbéciles. Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent dans l'agriculture? De toute façon, on vit. Puisqu'on vit, on gagne de l'argent. Ce qu'il faut, avant toute chose, je crois, c'est une solide formation de base. Et quand on nous dit qu'il faut des écoles d'agriculture, je dis tout simplement, il faut des écoles tout court. Et vos ouvriers, comment sont-ils payés? Je pense qu'ils sont bien payés. Comme tous les ruraux, ils doivent être payés plus que des citadins. Ce n'est pas un problème d'ouvrier agricole, c'est un problème de rural. Ils ont des salaires de base qui sont intéressants. Un ouvrier polyvalent gagne 2 francs 60 $, ce qui n'est pas énorme. Logé dans des logements, je pense, assez confortables, avec des jardins, et qu'en plus, ils ont une prime mensuelle. Un ouvrier polyvalent gagne en moyenne plus de 900 francs par mois, logé. Et un chef de service, par exemple? Les chefs de service gagnent autour de 1200 francs et plus. Beaubriac, dans les Côtes-d'Armor. Il y a 20 ans, Joseph Feuvrier prédisait la fin des petites exploitations. Je trouve que ce sera vraiment le désastre, quoi. On meurt à petit feu tous les jours. Mais on le sait, au bout, c'est la fin de notre petite exploitation, et la fin de d'autres, et ainsi de suite. Paul Lejeanne, leur vétérinaire, assistait impuissant à la disparition des fermes dans le secteur. Il faut envisager par ici la réduction du nombre d'exploitations agricoles, qui peut être de l'ordre de 50% d'ici à l'an 2000. 20 ans plus tard, tous les trois ont cessé leur activité et leurs prévisions se sont avérées exactes. Par rapport à il y a 20 ans, je pense qu'on est au-delà De ce qu'on pensait. On est au-delà d'une diminution par 2. Vous n'avez qu'à regarder ici, on était 2 exploitations, il n'y en a plus aucune. Tous les villages se sont vidés, puisque ça a été raccordé, toutes les petites fermes ont été raccordées à d'autres. Ça fait qu'il n'y a plus, dans les villages, il n'y a plus que des personnes qui partent le matin au boulot et qui reviennent le soir. Il n'y a plus de vie agricole dans les villages. Ceux qui ont pris le relais de Joseph et Eulalie se sont modernisés, croyant s'en sortir. Ils n'en vivent pas, même qu'ils font 5 fois plus que nous. Ils sont peut-être plus enfoncés aussi qu'ils ne l'étaient autrefois. On empruntait moins autrefois. Ils ont trop de comptabilité, trop de charges, trop de l'épée au-dessus de la tête, comme on dit. Le bonheur n'est plus dans le pré. Et le malheur, il est dans les champs. Le malheur est dans les champs. Ouais, le malheur est dans les champs. Voilà, les champs, voilà. Ce qui a précipité les difficultés des paysans bretons, c'est la crise du lait en 2009. Ce jour-là, ils jettent 3 millions de litres de lait au pied du Mont Saint-Michel. Des images qui vont choquer. Un chiffre suffit à comprendre la colère de ces éleveurs. Ils vendent leur litre de lait 30 centimes d'euros, exactement le même tarif qu'il y a 20 ans. Jean-Pierre Diridolou est un voisin d'Eulalie et Joseph. Il n'a pas fait la grève du lait. Ce n'est pas faute d'en avoir gros sur le cœur. Ferme la barrière, va fermer la barrière. Sa production lui rapporte 900 € seulement par mois. C'est le salaire de son épouse qui fait tourner le ménage. Pour autant, tous les jours à 17h30, avec sa femme et ses 3 filles, il traite ses 45 vaches. Un rituel depuis 15 ans, à une différence près. Ça va s'arrêter. Voilà. Il abandonne
vend tout, les murs, le bétail. Lassé de travailler dur pour si peu de revenus. Je suis, on va dire, dégoûté du système, quoi. C'est tout, quoi. Il y aurait de quoi largement vivre de ça sur l'exploitation et faire vivre sa famille, quoi. Mais non, aujourd'hui, non, je décroche complètement, quoi. Hein, parce qu'aujourd'hui, au prix d'huile de lait, c'est pas la peine, quoi. Ce sont ses grands-parents qui ont bâti l'exploitation. La première là-bas. Et ses 3 filles y sont nées. La troisième. La famille de Jean-Pierre vit ses dernières semaines à la ferme. Il a déjà trouvé un nouvel emploi de chauffeur, va gagner presque 2 fois plus et pourra consacrer plus de temps à ses 3 filles. Et on se dit, soit j'ai passé à côté de quelque chose, soit j'ai été, on va pas dire nul, mais le mot a été, j'ai loupé quelque chose, quoi. Parce que d'arrêter, c'est vrai que je suis peut-être le seul sur la commune à vouloir arrêter à mon âge, quoi, à 40 ans. Et je pense à ceux qui sont encore pires que moi, peut-être qui ne veulent pas confronter la réalité. Et ben, je ne peux pas me mettre à la place des gens, mais c'est vrai que la tristesse, c'est quelque chose de difficile à vivre. Il faut s'accrocher. Bon, j'ai des amis, j'ai une famille, c'est pour ça que je m'accroche, parce que c'est vrai que je me mets dans l'idée que mes copains, des amis qui sont partis aujourd'hui, c'est vrai qu'à un moment de cafard, on serait prêt à faire n'importe quoi. Jean-Pierre fait allusion au suicide de ses amis. Des gestes de désespoir de plus en plus courants dans le milieu agricole. Dans le canton voisin de Jean-Pierre, à Callac, 4 agriculteurs se sont donné la mort ces 9 derniers mois. Et pas seulement des petits producteurs. C'est l'histoire de Georges Goizou, décédé il y a 6 mois. Sa femme, Danielle, son fils, Régis, et son neveu, Johan, ont décidé d'en parler ouvertement. Producteur de céréales, Georges exploitait 160 hectares de terre, un nanti de l'agriculture, diraient certains. Mais entre la chute des prix, les aléas climatiques et une mauvaise récolte, Georges accumule les dettes et s'effondre. Sur les 8 derniers mois, je voyais pleurer quand même tous les samedis matins quand je rentrais. C'est ce qui m'a beaucoup frappé. Il se sentait à bout, quoi. Il comprenait pas, il était amoureux de son métier et puis il avait du mal. C'était un modèle parce que c'était surtout une personne de vrai qui nous apprenait plein de choses et qui vraiment, vous voyez, avait juste envie de pouvoir faire son boulot correctement. Et comme à chaque solution qu'on essayait de trouver, les portes se refermaient, je pense qu'arrivé à un moment donné, on est désespéré, on ne sait plus vers qui se tourner. Donc vous êtes allé voir la banque, je suppose ? On est allé, on a essayé de trouver des solutions, on a discuté avec eux, mais ça n'a pas abouti. Avec un passif de 200 000 €, c'est la liquidation judiciaire qui se profile. Au printemps dernier, il décide d'en finir et se donne la mort dans sa grange. Est-ce qu'il vous a laissé un mot ? Oui, il considérait que ce qu'il avait fait était un échec. Il vous demandait pardon ? Oui. C'est comme si c'était une souffrance qu'il avait, et le seul moyen de s'en sortir, c'était d'en finir. C'était clairement ça. Il en pouvait plus, il était au bout du rouleau. Ça, c'est clair, c'est des mots à lui. Hein. Après, je pense qu'il y avait d'autres solutions, mais pour ça, il fallait être écouté, être compris, être aidé, chose qui n'était pas le cas. Non, pas du tout. Pourquoi vous avez accepté de témoigner ? Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a un suicide par jour dans le monde agricole, voire 400 dans l'année. Et on n'en parle pas beaucoup. C'est un sujet tabou. Parce qu'on ne comprend pas forcément le mal-être et le désespoir de ces agriculteurs-là.
J'ai l'impression que personne ne les entend. Pourtant, ils demandent juste des prix rémunérateurs pour pouvoir vivre de leur production. Il faut que ce genre de drame s'arrête. Aujourd'hui, c'est urgent. C'est très urgent que ça s'arrête. En Bretagne, un homme s'est fait le porte-parole du malaise agricole. Un élu du conseil régional, René Louaille, lui-même agriculteur. Un novice en politique qui siège au milieu des figures célèbres de la région. Louaille, René, présent. Et quand il prend la parole pour défendre les paysans, il n'hésite pas à briser les tabous. Je ne méconnais pas certaines réserves. Monsieur Louaille, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes l'une des régions les plus exposées au phénomène du suicide en agriculture. En Europe, nous perdons une ferme toutes les 2 minutes. Cette économie folle induit-elle un véritable génocide paysan? Génocide paysan. L'élu assume ses propos face à une crise qu'il juge sans précédent. Faire une agriculture sans paysans, c'est complètement stupide. On ne peut pas tenir un système économique s'il n'y a pas des gens debout. Les questions que nous avons posées il y a 10 ans ne sont absolument pas résolues, bien au contraire. En 1999, il se battait déjà pour défendre les agriculteurs en pleine crise du porc. Pour une partie des grands éleveurs, c'est un véritable cannibalisme qui est en train de s'organiser. Ça, c'est inacceptable. Éleveur, syndicaliste, il animait un réseau d'entraide pour les petits éleveurs surveillés par les voisins plus solides qui lorgnaient sur leurs terres. Mais quand c'est fini. 11 ans plus tard, René Louaille est toujours paysan dans les Côtes-d'Armor. Mais désormais, ce sont des poulets labellisés qu'il élève. Je donne à ceux-là. Avec l'aide de son fils, Emmanuel. On n'a plus de cochons depuis 2004. La boîte avec qui je bossais a déposé le bilan et j'avais pas du tout envie de travailler avec l'entreprise qui a repris et surtout pas pour faire du cochon industriel. Pour lui, les agriculteurs payent le prix du productivisme accru de ces dernières années. Ça passe dessous ou dessus? Voilà. Dans son collimateur, l'industrie agroalimentaire, la grande distribution. Bien sûr que la majorité des paysans ont été abandonnés pour restructurer l'agriculture dans les mains d'une poignée d'agri-managers qui devront approvisionner à bas prix l'agroalimentaire. Ça, c'est insupportable. C'est un autre modèle d'agriculture que défend René. Un modèle qu'il transmet à son fils. C'est sans doute le plus incroyable dans le monde paysan. Malgré les crises à répétition, le désespoir de certains, 10 000 jeunes s'installent encore chaque année. Emmanuel prendra la relève dans 4 ans. C'est quelque chose qui me plaît, quoi, et j'en demande pas beaucoup. Hein. C'est simplement envie de ce métier-là, je demande pas... C'est un mode de vie avant tout. Il est pas un peu fou, votre fils? Non, parce que il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent s'installer. Pas faire les mêmes erreurs que nous on a fait, parfois, il faut qu'on les mette à plat. Et il faut surtout qu'on accompagne, parce que l'installation n'est possible que si la génération qui quitte donne un coup de main. On peut encore sauver l'agriculture. On doit sauver les paysans. Être paysan, un mode de vie qui se transmet de père en fils, et même aujourd'hui de père en fille. Le père a vu la misère, j'espère qu'elles ne la verront pas, parce qu'elles ont vécu ça toute leur vie. Il y a 20 ans, Pierre Bont avait filmé le pire moment de la vie de Jacques Croiset. XL, H, agricole. Terminé, c'est bien vu? Jacques Croiset, lui, a voulu devenir un agriculteur compétitif. Aujourd'hui, il assiste à la vente aux enchères après saisie de son matériel agricole. 20 ans plus tard, Jacques Croiset est agriculteur. Il lui a fallu 15 ans pour se relever. Ses dettes, estimées à 45 000 €,
Il les a remboursés grâce au salaire de sa femme et à sa ténacité. Zéro, il n'y avait plus rien, donc j'ai parti travailler chez les autres. Et petit à petit, je me suis retourné installé parce que je ne pouvais pas laisser ce métier m'abandonner comme ça. Des fois, je me disais, j'aurais préféré faire 5 ans de prison que rester 15 ans à souffrir. Et aujourd'hui, je suis quand même fier d'y être arrivé. Aujourd'hui, il a diversifié sa production. Pintades, poulets, canards, il élève 2000 volailles, mais aussi des vaches et des cochons. Avec des méthodes traditionnelles. C'est Charlène qui lui donne le plus gros coup de main. Elle travaille pourtant de nuit. Vous êtes infirmière de nuit et agricultrice le jour? Un peu, en quelque sorte. En quelque sorte. Et vous dormez quand? Les matins. Jacques a investi dans des locaux pour vendre sa production directement à la ferme. La vente directe, c'est une façon de ne pas dépendre de la grande distribution. On ne vend pas plus cher que les grandes surfaces. Vous prenez des canettes qui sont vendues dans des grandes surfaces, des canettes fermières à 12 €, et nous on les vend 6,60. Prix départ chez nous. Donc ça montre quand même qu'il y a une différence entre les grandes surfaces et nous. Et nous on gagne notre vie. C'est des choses qui marquent à vie, hein, de toute manière.